Dans Surveiller et punir, Foucault décrit la prison comme un espace découpé, immobile, figé, où chacun est arrimé à sa place. Et s'il bouge, il en va de sa vie contagion ou punition. La prison, c'est donc un appareil biopolitique qui sert à discipliner la vie sans jamais trop la mettre en danger. La situation qui était déjà tendue dans les prisons et pénitenciers n'est évidemment pas en train de s'améliorer. Actuellement, pour lutter contre le virus, les prisons fédérales auraient envoyé tous les détenus en isolement. Les derniers chiffres parlent d'une 60aine de cas d'infection dans les pénitenciers fédéraux au Québec seulement, détenus et employés inclus. Mais évidemment, les informations arrivent au compte-gouttes. La peur s'empare des personnes détenues et de leurs familles aussi. Nous nous sommes demandé qu'est-ce que la crise actuelle révèle sur le système carcéral, pour tenter de comprendre un peu mieux la réalité que vivent les prisonniers et prisonnières en temps de pandémie au Québec. Nous avons parlé avec Lucie Lemonde, qui est avocate et militante abolitionniste de longue date. Nous espérons que la discussion qui suit pourra servir à nourrir une réflexion et inspirer nos luttes à venir contre le système carcéral. OK, ben peut-être, Madame Lemonde, pour commencer, si vous voulez vous présenter rapidement, là. Oui, en fait, j'ai commencé ma carrière, là, je suis plaisir comme avocate et j'ai fait du droit carcéral dès le départ, à une époque où cette expression n'existait tout simplement pas, là, parce que les personnes incarcérées étaient perçues comme des êtres sans droit. Mm-hmm. Donc, on a créé, si je peux dire, un peu cette branche du droit. On a commencé avec des causes importantes, notamment le droit de vote des détenus, le droit d'être traité équitablement dans les décisions qui sont prises, etc. Donc, j'ai pratiqué par la suite, je suis retourné aux études, fait mon doctorat sur l'émergence et l'impact des droits des détenus. Et je suis maintenant professeur au département des sciences juridiques à l'UQAM et je donne entre autres le cours de droit carcéral. Parallèlement à ça, je suis membre actif de la Ligue des droits et libertés, qui est un organisme de pression qui est pas institutionnel. C'est véritablement un organisme de pression sur l'interdépendance des droits. Donc, c'est un rôle très important dans la société québécoise. Je pense que la Ligue a joué. Et récemment, on a recommencé à s'occuper de la question des droits des personnes incarcérées, entre autres lors de la fermeture de la maison Tanguy, la prison pour femmes et leur déménagement dans un ancien pénitencier fédéral, le Leclerc à Laval. Et vraiment des conditions de détention déplorables, violation des droits fondamentaux des femmes, les fouilles à nu, il n'y a pas d'eau potable, entre l'enfer. Et donc, on a recommencé à s'intéresser à cette question-là à la Ligue. Et depuis, on est intervenu aussi beaucoup depuis l'apparition de la pandémie. On a fait plusieurs actions pour réclamer le respect des droits des personnes incarcérées pendant cette période-là. Mais donc, à la Ligue des droits et libertés, comme vous dites, c'est ça, là, vous vous êtes réintéressé un peu à ces dossiers-là, mais c'est pas seulement sur les droits des détenus. Non. On a plusieurs dossiers. Les principaux en ce moment, c'est autour de liberté d'expression, droit de manifester, dans lequel on était très actifs. Sur la police aussi, la question du bureau des enquêtes indépendantes. On est intervenu beaucoup sur cette question-là, en tout cas sur diverses questions, les droits des peuples autochtones, les droits économiques et sociaux, etc. Donc ça, c'est juste un aspect, mais qu'au départ, la Ligue, il y avait un comité qui s'appelait l'Office des droits des détenus, qui n'existe plus comme tel, et c'est pour ça qu'il y a eu comme un arrêt du travail autour des prisons, mais qui a repris, je dirais, depuis 2016. Dans le contexte actuel de coronavirus, là, qu'est-ce que c'est la situation au Québec dans les prisons? Je vais commencer peut-être par expliquer un peu les démarches qu'on a faites depuis, parce que ça va être expliqué après la situation actuelle.
Nous, la Ligue et d'autres groupes par la suite, l'Association des avocats et avocates en droit carcéral, Alter Justice et d'autres, on a demandé, entre autres, c'est-à-dire on a estimé que la seule façon de réduire le risque pour les détenus et pour le personnel également, c'était de réduire la population carcérale. Parce que, évidemment, la prison, comme le CHSLD, finalement aussi, c'est des endroits où la distanciation physique est impossible, ou presque. C'est des lieux surpeuplés, des gens avec d'hygiène douteuse. Donc, c'est vraiment un terreau fertile là, pour qu'il y ait une propagation très rapide et incontrôlée. Alors, pour nous, la seule façon, c'était de réduire la population carcérale en se disant, de cette façon-là, il y a plus d'espace, etc. Donc, on peut plus garantir l'accès à des soins de santé de la même qualité que ceux offerts à la population en général. Alors, pour nous, de réduire la population carcérale, ça voulait dire de libérer les détenus. Alors, on a identifié des catégories de détenus dont la libération ne mettrait pas du tout en danger la sécurité publique. On pourrait aller plus loin, mais on s'est dit on va commencer par ça. Donc, les détenus âgés, les détenus malades, plus vulnérables à attraper le virus, les femmes enceintes, les personnes en fin de sentence. Comme par exemple, il y a une conjointe de détenue qui m'a téléphoné cette semaine pour me dire que son mari devait sortir le 7 mai. Mais pourquoi pas le sortir tout de suite? Le 7 mai, ça ne fera pas une grande différence. Toutes les personnes aussi dans les prisons provinciales, il y a 78% des gens qui sont là en attente de procès. Donc, ils n'ont pas été encore condamnés, ils n'ont pas eu leur procès. Et souvent, la détention avant procès, c'est pas lié à la gravité du crime commis, mais uniquement à la capacité financière de payer le cautionnement. Alors, c'est vraiment c'est la prison des pauvres, là, si on peut dire. Alors, tout ça aussi, on demandait la libération des personnes incarcérées en attente de procès. On demandait aussi la libération des personnes qui font des sentences de fin de semaine. Alors, évidemment, ils sont pas dangereux, si on les ressort tous les dimanches soirs, là, c'est pour la protection de la société, en tout cas. Alors, ça, c'était nos principales demandes. On demandait aussi, l'autre façon de réduire la population carcérale, c'était de limiter le nombre de nouvelles admissions. Donc, les juges, justement, n'exigent pas de cautionnement dans des crimes là, qui sont pas violents, entre autres. Tout ça pour dire qu'on pourrait aussi aller plus loin et dire jamais, mais on voulait que ce soit des choses qui passent quand même pour régler la situation urgente. Là. Parce qu'actuellement, il continue à avoir des gens qui reçoivent des sentences d'emprisonnement, là, même en temps de pandémie. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, donc, la seule réaction concrète, officielle, qu'on a eue de la part du provincial, j'explique en 2 secondes là, pour le monde, les personnes condamnées à moins de 2 ans sont incarcérées dans une prison provinciale. Donc, c'est les prisons. Et les personnes condamnées à plus de 2 ans, c'est dans les pénitenciers fédéraux. OK. Alors, de la part donc du provincial, où la situation est plus à risque parce que c'est vraiment surpeuplé, il y a du va-et-vient, les sentences données sont très courtes, une moyenne de 2 mois et demi. Alors, il y a du va-et-vient beaucoup, puis les conditions d'hygiène sont... il y a des vieilles prisons, là, à Sherbrooke, à Valleyfield, en tout cas un peu partout. Et donc, la seule réponse positive qu'on a eue, c'est qu'ils ont suspendu les peines de fin de semaine, qu'on appelle les peines discontinues. Okay. Pour le reste, il n'y a pas eu d'annonce officielle. Ce qu'on entend par les branches, là, où c'est très difficile de vérifier ça, parce qu'évidemment, c'est un monde fermé, l'opacité est reine, si je peux dire. Il y a très peu d'informations qui sortent de derrière les murs. Ce qu'on a entendu, c'est qu'il y a des choses qui sont faites à la pièce selon les endroits. Comme là, j'ai su ce matin par le groupe Stella, qui habituellement vont faire des ateliers au Leclerc, là, ou
pénitentiaire de Joliette pour les femmes, c'est qu'il y a plus de libération que d'habitude. Mais on ne sait pas, on ne sait rien, là. Finalement, on dit ça un peu dans les airs. Il y a une femme aussi d'une conjointe qui nous a dit que son mari lui avait dit que dans son secteur, il avait libéré des détenus qui toussaient. OK. Et des détenus plus âgés. Ce qu'on sait aussi, c'est que dans les prisons provinciales, ça doit être la même chose dans les pénitenciers fédéraux, c'est que la tension est très, 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 très vive. Les détenus ont peur, ils ne fassent rien. Quand il y en a un qui tousse, les autres sont agressifs par rapport à lui. Il y a beaucoup plus d'interventions avec recours à la force. À cause de... C'est une situation vraiment explosive, là, ça pourrait arriver n'importe quand. Et on ne sait rien. Alors, on s'est adressé au gouvernement, ministre de la Santé, ministre de la Sécurité publique, la protectrice du citoyen. Qu'est-ce qu'on a fait? En tout cas, puis on n'a pas de réponse. Jamais à toutes nos demandes. Non, c'est ça, les informations que vous venez de... Donc, c'est vraiment... Tandis que le fédéral, lui, il publie sur le site des services correctionnels tous les des comptes quotidiens du nombre de tests faits, du nombre de tests positifs, etc. Là. Donc, on peut vraiment plus savoir, c'est beaucoup plus transparent que ça l'est au provincial. Est-ce que vous inquiétez plus pour la situation des gens au provincial? On s'inquiète plus parce que, bon, premièrement, c'est moins transparent, comme je l'ai dit. Ensuite, c'est beaucoup plus surpeuplé. Puis, comme je disais, il y a beaucoup plus de va-et-vient. Donc, ça risque d'être plus grave. Ensuite, on a entendu que dans les 17 prisons provinciales, on a créé ou mis sur pied des ailes de quarantaine pour les nouveaux ennemis. Je me demande bien où c'est qu'ils ont mis, puis tout ça, c'est surpeuplé déjà. Comment ça va se faire au point de vue de protection. On a entendu qu'il n'y avait même pas de masque dans les cuisines. Même que les gardiens n'en portaient pas, etc. Donc, ça nous apparaît très dangereux. Ben oui, puis là, il y a quelques articles là, qui abordent la question où est-ce qu'on mentionne que des détenus de certains lieux d'incarcération, je pense à Bordeaux, les gens ont dit qu'ils pensent qu'ils l'ont. Il y a des cas confirmés à Port-Cartier. Là. Qu'est-ce qui les attend, là, ces gens-là qui pensent ou qui sont confirmés d'être infectés? C'est une bonne question. Moi, j'espère qu'ils vont les transférer dans des hôpitaux adéquats. Là, pour l'instant, ce qu'on a entendu, c'est qu'ils les mettent en isolement. Ensuite, les détenus sont, de façon générale, un peu partout, sont confinés dans leurs propres cellules, 23 heures ou plus par jour. Donc, ils ont pas, c'est très, très difficile à vivre parce que, premièrement, ils ne savent pas quand ça va finir. Deuxièmement, ils n'ont pas de livres, de TV, d'eau chaude, il n'y a rien comme pour les occuper. Puis aussi, souvent, c'est de la double occupation. Et même à Bordeaux, on parle des fois de triple occupation de cellules. Ça veut dire qu'il y a 3 personnes ou 2 personnes dans des cellules conçues au départ pour une seule personne. Alors, si tu es enfermé dans une cellule 7 mètres carrés, là, avec une autre personne 23 heures par jour, c'est loin d'être évident. Et non, c'est aussi, ce que je voulais ajouter sur le fédéral, c'est que le ministre de la Sécurité publique a déclaré, je pense que c'est avant-hier, qu'il demandait aux autorités des divers pénitenciers de libérer des prisonniers. En Ontario, ça s'est fait aussi, où on a libéré des centaines de prisonniers là, dans les catégories dont je parlais tantôt, là, qui ne mettent pas en danger la sécurité publique. Ici, on ne sait rien. Comme vous parlez de Port-Cartier, ça a été annoncé. On le sait, il y a 2 détenus, 11 membres du personnel, etc. Mais pour le reste, c'est tout à la mi-terme, comme on pourrait dire. Là, on ne sait pas véritablement ce qui se passe. Quand vous dites en Ontario, par exemple, il y a déjà des détenus qui ont été libérés. Où est-ce qu'ils vont ensuite, ces gens-là? Est-ce qu'ils vont c'est ça le problème.
qu'ils s'en vont, je sais pas où. La plupart, il y en a beaucoup qui n'ont pas d'adresse fixe, tout ça. Je pense que pour les sorties de pénitencier, quand les gens ont fait des longues sentences, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait un accompagnement et un soutien. Parce que je pense même qu'il y a des détenus qui refuseraient de sortir. Tellement ils sont devenus institutionnalisés, tellement ils sont plus capables de vivre en société parce qu'ils en ont manqué des grands bouts, puis ils savent pas où aller, puis ils n'ont pas de métier facile. Alors ça, c'est vraiment important. Pour les détenus au provincial, comme les moyennes de peine des 2 mois et demi, ben ça se présente moins parce qu'ils vont retourner dans le milieu où ils étaient avant. C'est pas mieux, là, mais je sais, c'est pas... ils risquent quand même moins. En sortant, j'imagine que ce serait de se mettre en quarantaine quelque temps, puis de réintégrer leur vie qu'il y avait avant, qui n'est pas toujours rose, là, évidemment. Mais, Donc, vous, vraiment, pour votre stratégie, c'est de miser sur certains cas de personnes détenues plutôt que de demander, évidemment, la libération de toute la population carcérale? Ben oui, c'est comme une stratégie. C'est sûr que moi, personnellement, j'ai une position abolitionniste de la prison. Je serais porté à aller plus loin. Peut-être que je ne vais pas sortir demain matin, je sais pas moi, un gars comme Magnata ou qui est à Port-Cartier, justement. Ou certaines personnes là, qui sont un danger vraiment réel. Puis c'est estimé à peu près à 10% de la population carcérale. Ouais. Mais on a choisi d'y aller comme ça en se disant, ben au moins si on a ça, ça va être plus facile les conditions de détention pendant la pandémie. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, il va y avoir plus d'espace, il va y avoir plus d'accès aux soins de santé, etc. Donc, puis moins d'isolement. Oui, c'est ça, parce que ça, c'est un autre enjeu aussi beaucoup pour la santé mentale des détenus. C'est ça, c'est ça. C'est vraiment, d'ailleurs, récemment, depuis quelques années, le fait de l'isolement est beaucoup contesté devant les tribunaux. Il y a ce qu'on appelle l'isolement préventif. Donc, quand le directeur juge que telle personne est un danger pour lui-même ou pour autrui, il peut le placer en isolement administratif. C'est pas disciplinaire, c'est pas à cause d'un geste qu'il a commis, mais parce que soit il est en danger, lui-même demande ça parce que, je sais pas, c'est un abuseur sexuel, puis entre des choses comme ça. Alors, des gens pouvaient rester des années, des mois, des années en isolement. Il y a un gros taux de suicide en isolement. Ça sert aussi comme outil de gestion des populations difficiles, des problèmes de santé mentale. Il y a beaucoup d'Autochtones, les femmes sont beaucoup en isolement aussi, c'est documenté. Et là, les tribunaux ont commencé à dire que c'était inconstitutionnel, l'isolement préventif. Donc, là, il y a eu des tonnes d'experts qui ont témoigné sur les effets vraiment terribles de l'isolement. Je veux dire, la personne humaine est faite pour vivre en société. Et être isolé, ça emporte toutes sortes de problèmes. Ça peut aller jusqu'à la psychose. Ça diffère d'une personne à l'autre, mais chez des personnes, c'est très rapidement qui capotent. Alors là, c'est comme toute la prison qui est en isolement. Des fois, je me dis, on ne fera peut-être pas pleurer la population parce que tout le monde est en isolement quelque part, les personnes âgées, notamment dans les CHSLD, puis tout ça. Mais pour la plupart des gens, ils ont quand même accès à leur, comme à Netflix, à des moyens de communication avec l'extérieur. Je sais qu'en Ontario, les avocats de la défense ont récolté des vieux téléphones cellulaires pour les envoyer aux détenus pour qu'au moins ils puissent, pendant leur confinement, parler à leurs proches, ils en ont, donner des nouvelles, rassurer la famille, etc. Habituellement, les détenus n'ont pas le droit d'avoir de cellulaire là, pour qu'ils contactent des complices, des potentiels, etc. Mais là, dans une situation exceptionnelle, on prend des mesures exceptionnelles, puis le procureur général de l'Ontario a permis ça. Mais parce que les visites sont suspendues, là aussi, finalement. C'est ça, les visites sont suspendues. Comme je disais, c'est un confinement. Il y a des règles internationales pour de l'ONU pour le traitement des détenus. Les règles Nelson Mandela exigent que les
personnes incarcérées aient droit à 1 heure d'exercice en plein air. Alors, j'imagine que par les temps qui courent, ça, ce n'est pas respecté dans bien des cas, là, soit parce que ça demanderait trop de personnel pour les sortir comme au 4-5 à la fois ou avec une distanciation possible. La prison, c'est quand même les lieux où est-ce que, justement, c'est ça, les droits et les libertés individuelles sont suspendus le plus rapidement, si on peut dire? Ben, en fait, c'est une règle, ça aussi, c'est un principe reconnu au Canada et qui est même dans la loi, là, que les personnes incarcérées conservent tous leurs droits de citoyenneté. Donc, avant, il y avait, qui accompagnait la peine, il y avait la mort civile, tout ça, tu n'avais plus le droit de vote, tu n'avais plus le droit de témoigner en cours, d'être jury, de ci, de ça, d'hériter, même. Bon. Alors, ça, c'est disparu avec le temps. Alors, tu es supposé garder tous tes droits, sauf ceux dont la perte est inhérente au phénomène d'incarcération, comme la liberté de mouvement, par exemple. Mais en principe, les personnes incarcérées ont les mêmes droits. Donc, le droit à la santé, le droit à la sécurité, le droit à la vie, tout ça, ça devrait être exactement la même chose. Ici, c'est que les actions qu'on fait en ce moment, souvent, on peut d'écho. On a contacté des journalistes pour leur proposer des questions à poser lors des points de presse. Comme quand il y a eu Mme Guilbeault, la ministre de la Sécurité publique qui était là, et jamais ils ne l'ont fait à ce jour. Alors ça, c'est les droits des personnes incarcérées, ça vient loin derrière dans les priorités, là. Et la population, souvent, va réclamer plus de répression, etc. Puis ils vont se dire, dans ce cas-là, ben, ils l'ont bien cherché, tant pis pour eux, là. Or, je veux dire, c'est des personnes on continue à être des personnes humaines qui ont le droit à la dignité de la même façon que les autres. Si on regarde en plus le profil socio-économique des personnes qui sont en prison, c'est très, très, très lié au niveau d'éducation, la condition sociale, c'est très, très, très lié. C'est pas pour rien que les prisons, les pénitenciers au Canada sont surreprésentées de la population autochtone. Ils représentent, je pense, maintenant 25% de la population carcérale au Canada pour les hommes et 40% pour les femmes, alors qu'elles sont à peu près 4 ou 5% de la population totale. Alors, les femmes, il n'y en a pas beaucoup par rapport aux hommes dans les pénitenciers. Je pense qu'au Canada, il y a 600 femmes dans les pénitenciers, donc 180, je pense, condamnés à plus de 2 ans. Alors qu'il y a 30 000 hommes, peut-être, là. Ça me fait partie, mais de cela, de ce nombre de femmes-là, il y a 40% qui sont des autochtones. Très, très, très souvent, surtout les femmes, là, pour des petits délits liés à la survie, là, et à la survie de leurs enfants, des petits vols, des petites drogues, travail du sexe, des fois, etc. Il n'y a pas si longtemps, il y avait aussi l'emprisonnement. Là, ça existe plus à Montréal, à Québec, puis dans une autre ville, mais l'emprisonnement pour non-paiement d'amende. Donc, des personnes itinérantes qui recevaient des contraventions se retrouvent en prison. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'image des personnes, qu'on a des personnes incarcérées est fausse. On a trop dans l'idée le tueur à gages. C'est pas ça qui peuple nos prisons. C'est pas des criminels endurcis là, dans le sens imagé. Là. J'aimerais ça vous parler aussi du centre de détention pour les migrants illégaux à Laval là, qui ont entamé une grève de la faim. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, sûrement. Je pense qu'ils l'ont suspendu. Okay. Il y avait 5 personnes, en fait, qui étaient en grève de faim. Il était 30 dans la prison, dans le centre. Déjà, le nom est assez surréaliste. Centre de prévention de l'immigration. Ça fait bizarre, en tout cas. Puis, donc, sur
les 5, il y en a 2 qui ont été libérés, puis les 3 autres ont suspendu la grève de la faim. Ça, c'était aussi une de nos demandes, de libérer toutes les personnes qui sont dans des centres de prévention au Canada. Je pense qu'il y en a 3. Un ici à Laval, un à Toronto, puis un à Vancouver. Donc, c'est par le fédéral qui s'occupe de ça. Alors ça, c'est des personnes qui ont commis aucun crime, là, qui ont absolument rien fait. Donc, on demandait la libération. Je veux dire, on la demande en temps normal. On trouve que, et l'ONU aussi, que les personnes demandeurs d'asile ou de statut de réfugié ne soient pas incarcérées. Mm-hmm. Alors, c'est une demande qu'on a toujours, mais là, évidemment, elle devient encore plus pertinente et aiguë étant donné le virus. Ouais. Mais ça, c'est un autre des sujets sur lesquels il y a eu une certaine solidarité. Quand je disais qu'il n'y en a pas beaucoup là, de soutien pour les droits des personnes incarcérées, mais ça, il y en a eu, il y a comme des groupes, la Solidarité sans frontières, pas mal d'autres aussi qui se sont prononcés là-dessus et qui participent au mouvement, là, qui est assez quand même important. Chez des personnes aussi plus jeunes, je dirais. Plus jeunes qui vont s'impliquer, là? Oui, puis qui sont très mobilisés sur cette question-là. Là. Mm-hmm. J'ai participé au lancement du livre Le capitalisme carcéral. Oui, de Jackie Wang. Oui, et j'ai comme pris la parole un peu sur nos actions là, par rapport au Leclerc, puis j'ai été très, très, très surpris. Il y avait, je dirais, 75 personnes dans la salle, des jeunes allumés, vraiment, là, tout comme des personnes à qui j'ai pas accès d'habitude, parce que c'était pas dans le milieu. J'ai vu apparaître ça, j'étais là, wow, tu sais, c'est comme toute une nouvelle mobilisation. Alors, j'ai trouvé ça très intéressant de constater ça. Des militants, militantes que vous aviez pas vus avant. Oui, qui n'étaient pas dans les réseaux habituels. Là. Leur projet été assez impressionné et réjoui de voir ça. Là. OK. Je me suis dit, wow, là, ça va dynamiser. Est-ce qu'on a des informations sur comme une histoire des pandémies en prison? Oui, il y en a sûrement. Je peux pas répondre à ça. Je sais que dans l'épisode du H1N1, là, il y avait libéré plusieurs prisons, mais je sais qu'il y en a eu, là, tu sais, genre des hécatombes, là, tu sais, vraiment dans certaines prisons. Je sais qu'il y a eu, je sais pas, vous avez dû voir ça aussi, là, qu'il y a eu des émeutes en Italie, dans les prisons en Italie. Je veux dire, ça peut revirer de même, là, n'importe quand. Je veux dire, l'étincelle peut s'allumer, là, c'est un milieu tellement tendu, puis les fouilles, les bruits, c'est vraiment, tu es toujours stressé. Aussi, comment les gens se parlent, détenus un peu, mais aussi avec les gardiens et gardiennes, ouais. Comment les gardiens hommes parlaient aux femmes au Leclerc, là, c'est vraiment épouvantable. Ça revient qu'une gang de bombes, ramasse tes shit, tu sais, d'affaires vraiment de... Ouais, c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être entrevoir ici, vous pensez, des soulèvements comme il y a eu en Italie? Oui, c'est sûr. Parce que, tu sais, il y a eu une grosse émeute, je pense qu'il y a 2 ans, en pénitencier de Saskatchewan, et ça a parti, c'est une affaire de saucisse, une affaire, un vol de... Tu sais, parce que c'est toutes les frustrations, à un moment donné, ça monte, puis là, il y a une petite affaire niaiseuse qui arrive, puis là, ça peut partir en émeute. Si on veut donner un coup de main, là, si on veut montrer une solidarité ou faire avancer cette cause-là, nous, personnes qui ne sommes pas détenues, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben là, ce qu'on a pensé, notre réunion qu'on a eue hier, là, comme on n'avait pas de réponse satisfaisante, entre autres, la protectrice du citoyen, qui est, elle, l'ombudsman des prisons provinciales, on a demandé une rencontre avec elle pour dire, ni sur votre site, ni nulle part, on n'a jamais entendu aucun message de votre part. Puis on aimerait savoir ce que vous faites, on aimerait te rencontrer, vous faire part de notre préoccupation, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire, blabla. Ouais. Elle nous a répondu hier. On est très préoccupés, nous autres aussi. On surveille la situation de près. Point. Ouais, OK. Alors là, on s'est dit,
que la semaine prochaine, on essayerait de probablement faire une conférence de presse dans laquelle viendraient des personnes qui sont sorties récemment, là, qui sont sorties cette semaine de prison. Okay. Parler un peu de la situation, puis une campagne, ben justement, de soutien à ça, dans le sens où... mais là, on a pensé peut-être une campagne comme quand on a fait celle autour du Leclerc, ben on a eu une centaine de groupes, comme je disais tantôt, là, de Centre des femmes de Laval, des syndicats, de ça, qui ont appuyé et ont demandé la fermeture du Leclerc. Donc, on pensait peut-être procéder de la même façon pour remettre sur la table nos revendications, puis tout ça, puis remettre sur la table le droit à la santé, puis à la vie des personnes incarcérées. Alors là, ça va être un moyen peut-être d'aller rejoindre des groupes sympathisants ou des personnes sympathisantes à la cause. Mm-hmm. C'est d'autant plus difficile parce que de montrer une solidarité, tu sais, les moyens les plus évidents, c'est de se rassembler puis de faire des manifs. Puis là, ben, on est comme dépossédé de ces moyens-là. OK, donc ce que j'entends, c'est que vous êtes en questionnement... oui, sur la façon là, qu'on peut augmenter nos pressions et remettre la face à la place publique, là, d'aller chercher des soutiens. C'est dur, d'autant plus, comme vous disiez, que l'information, en tout cas au provincial... C'est ça. Mais moi, j'ai décidé de croire ce qu'on me disait. Et les journalistes sont supposés vérifier des sources. Ben là, on ne peut pas vérifier, puis ils nous disent rien, ben je prends pour acquis. Mm-hmm. Puis, il y avait une qui nous donnait beaucoup de renseignements. C'est une religieuse, visiteuse, là, qui fait 40 ans qu'elle allait voir des femmes en prison, puis... elle a 85 ans, elle en a même évidemment pu y aller, mais elle dit que les détenus continuent à l'appeler. Ah ouais. Alors, elle a de l'information. Là. C'est elle qui est notre principale source en ce moment. Il n'y a plus personne quasiment là, qui rentre en prison. Tous les groupes, comme les AA ou à tout cas, il y a différents groupes, là, femmes, enfants, celles-là, en tout cas, là, ils n'ont plus le droit de rentrer, évidemment. Mm-hmm. Donc, toutes les activités sont annulées, entre autres. Donc ça, on a moins d'informations encore parce que personne qui rentre. Mais moi, je me dis, à un moment donné, là, s'il y a de plus en plus de membres du personnel qui sont atteints, ils vont peut-être plus bouger, je sais pas. Ben ouais, c'est ça. Parce que les autres aussi, ils doivent avoir peur. Là. Ben oui. Ils ont peur en temps normal, là, ils doivent avoir encore plus peur. Ouais. J'espère pas la mort de personne, c'est sûr. Ouais, non. Ni la maladie. Là. Mais je me dis que c'est peut-être ça qui ferait bouger plus, là, ces centres concernés. Je sais que le provincial, les agents, ils ont fait des déclarations un peu dans ce sens-là, là, qu'il manquait de matériel de protection, qu'il y avait trop de monde, etc. Mm-hmm. Bon, fait que c'est ça, c'est une situation super tendue, difficile et en tout cas moi je sens une certaine forme de comment on dit, de sentiment d'être pas capable de rien faire, là, finalement. Oui, d'impuissance. Merci. Ouais, moi en tout cas, je disais toujours, là, j'aimerais pas ça être dans un CHSLD par les temps qui courent, mais j'aimerais pas ça être en prison non plus. Non, hein. C'est un peu triste. Oui, oui. À la lumière de cette discussion et face aux nouvelles limitations de nos capacités d'agir, peut-être faut-il réajuster notre regard sur le confinement et la quarantaine. Si nous sommes bien confinés, isolés et que notre situation se résume au dilemme punition ou contagion, le confinement s'apparente bien à la biopolitique comme l'entendait un certain Michel Foucault. Et pourtant, quand on se penche sur le carcéral en temps de pandémie, cette définition du pouvoir nous paraît un peu mise à mal. Le pouvoir actuel ressemblerait plutôt à un système qui choisit qui vit et qui meurt, comme le disait Achille Mbembe. En effet, dans le contexte de pandémie, la prison apparaît comme le lieu où l'État maintient des gens en danger de mort. La question ici semble plus être qui peut mourir et ne pas mourir. Le monde nous paraît donc traversé par une nécropolitique qui décide qui a le droit de vie.
De passage à Montréal en janvier dernier, l'autrice Jackie Wang nous rappelait à quel point le système carcéral états-unien est à la fois dépendant et producteur de racisme contre les Afro-Américains. Au Québec et au Canada, on peut facilement faire un parallèle avec les populations autochtones qui constituent, elles, une part assez disproportionnée des personnes incarcérées. Que peut-on faire contre cette nécropolitique et son système carcéral? Nos stratégies restent à inventer. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Asis. Nous vous invitons à aimer notre page Facebook et à rejoindre notre liste courriel en suivant les indications dans la description ci-dessous. À bientôt!